Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. C'était l'époque héroïque du noir et blanc, et où on utilisait toute une batterie de filtres pour pouvoir contraster les couleurs dans le rendu du noir et blanc, les unes par rapport aux autres. Par exemple, sur l'image qui va venir derrière, on voit l'image en couleur et son interprétation sous différents filtres. Le filtre orange, le filtre jaune donne des ciels un peu plus foncés, densifie les bleus, le filtre, le, ouais, le filtre bleu éclaircit les ciels, le filtre rouge les densifie, enfin bref. Donc ça c'est des images qui ont été faites sous filtre rouge, vous voyez comme le ciel est densifié. Et sous filtre jaune, les champs de blé paraissent assez clairs, les ciels sont toujours aussi densifiés, parce que le jaune s'oppose au bleu et retient le bleu. Là aussi, les champs de blé sont assez clairs. Le filtre UV était utile en photocouleur par la suite, argentique, parce qu'effectivement, par exemple en montagne, l'atmosphère est très pure, il laisse passer les ultraviolets, ce qui donne des ombres relativement bleutées. Le filtre UV avait tendance à retenir un petit peu le bleu dans les ombres. Et puis en photographie professionnelle couleur, il fallait absolument avoir des filtres de manière à corriger les dominantes éventuelles qu'on pouvait trouver dans le développement, les émulsions, la lumière, des choses comme ça. Donc on utilisait des compensateurs de couleur qui permettaient de modifier ou de créer une dominante, et les convertisseurs de température de couleur qui permettaient de passer de la lumière du jour à la lumière artificielle avec le même film. Petit exemple avec ce filtre de conversion lumière artificielle, lumière du jour sur le numérique. Voilà, ici nous avons un réglage de balance des blancs qui est lumière du jour, comme un film serait en lumière du jour, et là c'est un film lumière artificielle, on va dire. Si je passe le filtre devant, je rétablis la lumière du jour, disons la dominante de la lumière du jour, ça prend un petit peu de lumière, et à ce moment-là, on corrige un petit peu la densité en ouvrant un peu le diaphragme. Ensuite, il y a eu une grande époque des filtres Coquin. Monsieur Jean Coquin était un photographe dans les années 60 qui faisait beaucoup de pochettes de disques, qui faisait beaucoup de photographie de mode et qui aimait beaucoup tripoter les filtres. Il a monté donc un concept de filtre de manière à pouvoir être, comme il disait, créatif. Donc il avait créé un porte-filtre et puis différents filtres que vous connaissez tous probablement puisque c'est assez connu, des dégradés et toutes sortes de filtres plus ou moins exotiques que vous allez voir par la suite. Et ces filtres étaient destinés à donner un peu ces effets de ciel plus foncé, plus dense et, disons, avec une couleur différente de la réalité. Là, je vous montre la façon dont c'est utilisé. Et on peut jouer sur le diaphragme pour modifier la densité par petites touches, pour être sûr d'avoir une bonne image.
et quelques filtres plus exotiques. Et là, je joue sur le diaphragme pour mettre en évidence la différence que ça peut apporter au niveau du trou à travers lequel passe l'image. Des filtres effets étoiles, genre Noël ou Mickey ou des choses comme ça, qui peuvent être amusants et utiles. Les filtres en densité neutre, c'est-à-dire qui obscurcissent l'image, qui donnent pour effet d'être obligé d'ouvrir le diaphragme, mais surtout d'augmenter le temps de pause de manière à obtenir des temps de pause beaucoup plus longs. Je vous donne par exemple cette image, et il y a des valeurs de densité qui vont de 4 à 1000. Donc ça veut dire qu'il faut poser 1000 fois plus longtemps, donc ça veut dire que ça donne des effets de filet, comme vous pouvez le constater.
Faut monter l'appareil sur un pied, c'est bien évident. Le filtre polarisant est utile pour atténuer ou supprimer les reflets, mais attention, ça n'est valable que sous un certain angle, qu'on appelle l'angle de Brewster, c'est à peu près de 33 ou 34 degrés. Et ça ne peut atténuer que les reflets qui sont des reflets sur l'eau ou sur le verre, mais pas ce qu'on appelle les reflets spéculaires, c'est-à-dire miroirs ou reflets métalliques. Et ici, pour atténuer les reflets d'une fenêtre sur un magazine brillant, on tourne le filtre polarisant de manière à supprimer la polarisation horizontale en mettant la polarisation croisée à la verticale. On peut l'utiliser aussi pour assombrir les ciels, ou disons les bleus du ciel, pour donner un peu plus de contraste aux nuages. Il y a une chose aussi qu'il faut savoir, c'est que quand on utilise un objectif plutôt bas de gamme, dont la lentille frontale tourne au moment de la mise au point, ça modifie évidemment l'angle choisi pour le polarisant, et ça peut éventuellement annuler son effet. Donc c'est une chose qu'il faut savoir et toujours vérifier que le polarisant est effectivement dans le bon angle. Ce filtre est souvent controversé parce qu'il est très souvent considéré comme protecteur de la lentille frontale de l'objectif et correcteur des ultraviolets. Les ultraviolets, les capteurs n'y sont plus sensibles et les objectifs modernes, on filtre les ultraviolets. Donc le côté protection est un faux problème parce que, par exemple, cette photo montre un objectif qui est tombé, mais en fait il est tombé sur le côté et la lentille ne risquait rien. On voit bien sur la flèche que c'est le côté qui a pris. Et il n'y a rien de meilleur pour protéger un objectif que de mettre un pare-soleil. Et contrairement à ce qu'on dit, pare-soleil, c'est pas pour parer le soleil, c'est pour protéger de la lumière, mais aussi des chocs. En anglais, ça veut dire capot, ça ne veut pas dire soleil. Et le seul endroit où on peut dire que le filtre être utile, c'est si vous partez à la pêche en Bretagne sur un sardinier, il vous protégera probablement des embruns, mais c'est tout. Nous allons utiliser cette image pour simuler les conversions noir et blanc, un peu telles qu'on les faisait à l'ancienne, avec des filtres colorés, et d'une manière plus avancée sur des logiciels de traitement d'image comme Camera Raw, peut-être DxO et Photoshop. Première chose, donc, sur Photoshop, la façon la plus simple de faire un noir et blanc, c'est image, mode niveau de gris. Voilà, on obtient cette image-là. C'est simple, bon, ça fonctionne, mais c'est un peu terne. Donc je vais revenir en arrière et je vais utiliser une fonction qui va s'appeler la désaturation. Le problème, c'est que c'est pas beaucoup mieux, c'est toujours aussi terne, et qu'en plus ça a un inconvénient de mettre toutes les couleurs au même niveau. Donc on laisse tomber. Il y a encore une autre possibilité qui est réglage.
j'ai voilà, courbe de transfert de dégradé. C'est un dégradé comme là, et il nous donne ça qui est encore plus terne. Donc c'est pas forcément les meilleures solutions. Donc je reviens en arrière et on va déjà regarder un peu ce que le fichier a dans le ventre. Sur la couche du rouge, eh ben c'est beaucoup mieux. Ça dépend ce qu'on veut obtenir, mais ça correspond à ce qu'on aurait pu faire en noir et blanc avant que n'existe du numérique. C'est ce qu'on sait d'ailleurs, c'est utiliser un filtre rouge profond à la prise de vue devant l'objectif. Donc ça densifie les bleus, les cyans, les verts et tout ça. Ils ont l'opposé du rouge. Pour le vert, le filtre vert, bon ben ça éclaircit les parties qui sont normalement un peu vertes, là aussi. Et dans le ciel, il y a aussi forcément un petit peu de vert dans le bleu-vert, quoi. Et dans le bleu, alors c'est encore plus clair dans les bleus ici, mais du coup ça a densifié complètement les jaunes, ce qui n'est pas le but non plus de cette image-là, sauf si on le désire. Donc si je reviens sur les couches que j'avais, je laisse comme ça, et je vais mettre en activité un calque de réglage qui s'appelle simplement noir et blanc. Et ce calque de réglage, il a un réglage par défaut, ici, par défaut, mais il a la particularité d'autoriser des réglages différents pour chaque couleur. Donc dans le canal des rouges, on peut densifier les rouges, donc il n'y a pas énormément de rouge, mais il semble qu'il y a un peu de rouge dans les falaises ici. Si j'éclaircis comme ça, on voit bien que ça joue sur les falaises. Donc je vais densifier un peu les falaises. Les jaunes qui sont ici, je peux jouer sur le canal du jaune, c'est-à-dire soit les éclaircir, là c'est pareil, c'est peut-être un peu clair, soit les foncer, mais c'est beaucoup trop foncé. Donc l'idée c'est quand même que les jaunes doivent être plutôt comme un champ de blé, plutôt un peu clair, donc on va plutôt dans le sens du jaune plus clair. Pour les verts, ça va jouer sur le côté turquoise de la mer ici. Donc on peut très bien éclaircir. De certaine manière, ça fait ressortir les reflets comme ça, mais ici, ça leur redonne aussi un petit peu de contraste. Donc après, c'est une question de choix. Les cyans vont densifier beaucoup la mer, et pas mal le ciel, mais la mer est très cyan. Et le ciel, ben, il est plutôt bleu, donc si on densifie les bleus, on va avoir encore plus de bleu. Bon, je ne parle pas des magentas, il n'y en a pas dans l'image. Donc voilà ce qu'on peut obtenir avec ce calque de réglage. Je vais écraser ce calque sur son image, de manière à obtenir une image en noir et blanc sans calque. Et je vais utiliser cette image-là avec le filtre de Camera Raw, qui est un filtre qui s'appelle clarté. Alors je vais agrandir un peu l'image parce que voilà. Et il y a un filtre ici qui s'appelle clarté, dont on a déjà parlé quand on a fait la démonstration de Camera Raw, qui permet de redonner un peu de contraste local. Vous voyez, si je force, voilà, ça redonne du contraste local et en fait ça dessine mieux les falaises. Ça leur donne un côté un peu plus dramatique. Pas tragique, hein, mais dramatique. Et on peut aussi utiliser ce fameux filtre de correction du voile qui est très intéressant, puisque toutes ces parties qui ont tendance à être un peu voilées, on peut leur redonner un petit peu de pêche. Et on peut éventuellement rééclaircir les tons foncés, éclaircir l'image, il y a encore plein de possibilités. Bon, on va laisser comme ça, et on obtient donc cette image-là, qui est quand même assez intéressante, parce que si je reviens quelques noir et blanc par défaut, qui est un peu la conversion par défaut noir et blanc, qui est assez terne, et la correction que j'ai faite, qui est plus puissante, bon, après, il ne faut pas exagérer, tout est très subjectif. Donc voilà une fonction qui est très intéressante et qui dépasse les possibilités qu'on avait en noir et blanc, et qui du coup rend les filtres de colorés complètement inutiles.
On peut donc avec Photoshop ou un autre logiciel, mais enfin disons je prends Photoshop comme référence, simuler d'une manière très avantageuse ces fameux filtres dégradés qui permettent d'obscurcir le ciel sans obscurcir le reste. Si je pars d'une image telle que celle-ci, on pourrait le faire avec plusieurs images à des expositions différentes, mais c'est juste pour montrer que sans faire des expositions différentes, on peut faire des conversions différentes sur caméra RAW ou DxO, et à ce moment-là, utiliser donc les deux images ou les plusieurs images qu'on va sortir de ça ensemble pour obtenir le résultat qu'on veut obtenir. Donc déjà pour commencer, je regarde dans l'exposition ce que je peux récupérer. Effectivement, je peux récupérer beaucoup de choses dans le ciel. Ensuite, dans les tons clairs éventuellement, je peux dire que j'utilise les tons clairs comme ça. Les tons foncés, on peut beaucoup les éclaircir aussi. Et utiliser la clarté pour redonner un peu d'effet et le fameux filtre correction du voile qui permet d'exagérer aussi un certain nombre de choses. Donc je vais me mettre d'abord en position paramètre par défaut de caméra RAW et je vais travailler l'image, la première, pour la partie basse et la rendre un petit peu plus claire. Donc j'éclaircis les tons foncés et vous voyez que ça n'a pas d'influence pratiquement sur les tons clairs. Ensuite, je vais donner un petit coup de clarté et reprendre un petit peu les tons clairs pour redonner un petit peu de détail dans le fleuve. Je vais éventuellement mettre un petit peu de correction du voile pour redonner un petit peu aussi de drame au fleuve. Je réouvre donc l'image et je vais lui apporter d'autres corrections qui, elles, sont destinées à retrouver de la densité dans le ciel. Donc, je peux déjà commencer par l'exposition et les tons clairs pour redonner un petit peu de soleil. Je vais rejouer un peu sur les foncés et l'exposition un peu plus claire, mais bon, après tout, c'est pas mal. Redonner un peu de clarté aussi pour redonner un peu de dessin au ciel et jouer toujours sur la correction du voile qui va redonner de la couleur là-haut. C'est pareil, je vais ouvrir cette image. Ça c'est la précédente et ça c'est la nouvelle. Je peux maintenant faire glisser une des images sur l'autre. Donc celle-ci, je la mets là. Voilà. Ces deux images sont superposées. Exactement. Et maintenant, il faut que je récupère la partie du bas et la partie du haut. Et en fait, c'est pas très compliqué, puisque maintenant que j'ai l'image sur deux calques différents, je vais aussi appliquer, comme précédemment, un calque avec un masque de fusion. Et sur ce masque de fusion, je vais mettre un dégradé. Ça, c'est juste pour qu'il soit bien droit. Je mets un dégradé comme celui-ci. Et à ce moment-là, je me retrouve avec l'image du bas telle qu'elle était avant et l'image du haut telle qu'elle est maintenant. Je peux même toujours bouger le dégradé. Et je peux le bouger comme je veux. Et éventuellement, je peux même faire une correction de courbe. Je vais enlever ça, ça n'en est pas besoin. Je peux faire une correction de courbe dans le ciel, ce qui me permettra aussi de jouer sur la couleur
Donc par exemple, je vais juste récupérer la sélection. Voilà. Je fais une correction de courbe. Et je joue sur les courbes. Soit je peux éclaircir, densifier, mais surtout je peux changer la couleur. Par exemple, si je veux un ciel beaucoup plus rouge, je rajoute du rouge. Si je veux un ciel plus bleu, j'enlève du rouge. Si je voulais un ciel magenta, voilà, je peux faire un truc violet ou vert. Donc c'est pareil, c'est beaucoup plus puissant que le moindre filtre de chez Coquin, quoi. Voilà les bleus et voilà les jaunes. Et après, il suffit de déplacer un petit peu le masque pour que ça tombe exactement où on veut. Voilà, donc encore un autre filtre qui est devenu obsolète. Ouverture de l'image dans Photoshop. L'image est sous forme de calque d'arrière-plan, je la duplique une fois pour être sûr de la garder et de ne pas l'altérer. Je la duplique une deuxième fois de manière à obtenir une copie de l'image normale que je désactive et une copie de l'image que je vais modifier, puisque ça va me servir de fond par rapport à celle-ci. Donc celle-ci là, je vais la flouter, donc je choisis un filtre de flou. J'ai le choix, bon je vais dire flou gaussien, et je choisis un certain nombre de pixels de flou. Donc je peux augmenter encore. Bon, c'est peut-être un peu trop, donc on va s'arrêter là. On va laisser sur 10 pixels, ce qui paraît... Ouais, on va faire un petit peu plus. Allez, 24 pixels. Voilà, disons que c'est correct. Ça veut dire que cette image-là, ce calque-là est flouté, mais que si j'active le calque du dessus, j'ai toujours l'image nette. Donc ce que je veux faire, c'est faire apparaître derrière cette image-là une partie de l'image qui est floue là. Donc je crée ce qu'on appelle un masque de fusion, qui est ici. C'est un masque, quand il est blanc, ça veut dire qu'il est transparent, donc il ne se passe rien derrière. Mais si je mets du noir, on va commencer à voir ce qu'il y a derrière. Donc je crée ici un dégradé, j'active dégradé. Dans cette partie-là, j'ai le choix du dégradé arrondi, et je vais créer un dégradé arrondi autour de cette fleur-là. Et vous avez vu que en fait là c'est resté net et que derrière j'ai l'image qui est floue derrière. Et je peux en plus de ça modifier la transparence du calque, flouter l'image qui est devant, mais je peux aussi modifier tout en gardant celle qui est derrière pour avoir plus ou moins de netteté. Donc c'est quand même beaucoup plus souple qu'un filtre dans lequel on ne voit pas ce qu'on fait. Voilà. Ça, c'est pour le filtre Coquin qui permet de flouter autour de l'image et de garder quelque chose de net au milieu. Donc simulation terminée. Je reviens sur l'utilisation du polarisant pour assombrir les ciels. On peut atteindre un résultat identique à l'effet du polarisant sur les ciels, aussi en retouche. Là, je me suis mis dans Camera Raw. Je vais apporter des modifications sur le bleu du ciel avec les filtres, enfin, disons les réglages possibles. Donc si je vais dans la luminance, je peux faire une luminance de bleu qui sera beaucoup plus foncée. Et je peux même faire une correction de voile qui
qui va donner encore plus de foncé. Je peux éventuellement désaturer un petit peu le bleu. Pour pas qu'il soit trop violent. Et on obtient un résultat peut-être un petit peu différent, mais à peu près équivalent, ce qu'on avait avec le filtre polarisant. Donc on peut aussi simuler le filtre polarisant pour ces effets-là. Mais pas pour l'élimination des reflets, ça c'est certain. Il y a donc des filtres qu'on ne peut pas reproduire dans Photoshop, Dieu merci. En particulier le filtre de densité neutre qui permet d'augmenter le temps de pose et de faire des filets. Le filtre polarisant pour atténuer ou supprimer les reflets. Et le filtre UV, entre guillemets, de protection de l'objectif, car Photoshop n'empêchera jamais les embruns d'atteindre votre appareil si vous êtes sur un bateau. Enfin, les filtres étoiles, entre guillemets, ne sont pas reproductibles, mais peuvent être utilisés dans Photoshop, justement en superposition sur des images relativement denses, qui ont fait une superposition, on obtient ce qu'on a là. Il ne reste plus qu'à évoquer les filtres qu'on peut mettre devant la lumière pour la colorer, et nous aurons fait à peu près le tour de la question. Merci de votre attention. N'hésitez pas à poser des questions.